Quelques mots sur les caisses populaires Desjardins. Avant 1900, le crédit au Canada était organisé comme suit. Les banques prêtaient aux entreprises, aux commerçants et aux riches. Les compagnies de prêt qui opéraient avec des garanties hypothécaires et donc accessibles aux individus possédant déjà un terrain ou une maison. Et les courtiers, les prêteurs sur gage ou les prêteurs à la petite semaine qui demandaient des taux d'intérêt usuraires ou exorbitants. Une partie de la population n'avait donc pas accès au crédit dans des conditions raisonnables et Alphonse Desjardins voulait remédier à ce problème en créant les caisses Desjardins, soit un mouvement, soit une institution financière avec une structure de coopérative. Ainsi, les clients de la caisse sont aussi les propriétaires de la caisse et chaque client ici commet une part sociale, faisant en sorte qu'un client de la caisse empruntant un certain montant d'argent et ne remboursant pas ce montant d'argent ou remboursant en retard, met en péril tous les autres membres de la caisse. Donc, on crée un sentiment d'appartenance à l'organisation et on fait en sorte que ce soit une fierté de rembourser un prêt. Aussi, dans les premiers articles, dans les documents produits par Alphonse Desjardins pour expliquer le fonctionnement de sa caisse, il était très important de mentionner que la caisse prête de l'argent que si c'est nécessaire. Donc, il fallait absolument que ce soit une activité productive, entreprise. Il fallait absolument que les montants prêtés servent à financer des activités productives des membres de façon à enrichir la communauté. Donc, de plus, on insistait beaucoup sur le fait du capital social, de l'inclusion dans la société, de l'inclusion dans le groupe. Ce qui a fait qu'à ses débuts, le mouvement coopératif Desjardins subissait peu ou pas de défauts. La première caisse populaire de Desjardins a été fondée en 1900. Le but était d'aider les moins nantis à s'enrichir. En fait, le but était d'aider les individus n'ayant aucune source possible de collatéral. Donc, les individus sans propriété foncière, qui ne possédaient aucun terrain, qui ne possédaient aucune bâtisse ou aucun objet de valeur, que ces gens-là puissent tout de même emprunter certains montants afin d'entreprendre des activités productives. Dans les diapositives qui suivent, nous allons expliquer la panique bancaire rapidement de 1907 qui mena à la création de la Banque centrale américaine. Donc, le système, dû à sa structure, le système bancaire américain a toujours été plus fragile que le système bancaire canadien. Donc, un système de banque unitaire où une multitude de banques agissent seulement localement et sont très peu diversifiées géographiquement ou même en termes de secteur d'activité, les risques de faillite sont beaucoup plus élevés. Donc, les États-Unis ont connu plusieurs épisodes de panique bancaire et l'année 1907 en fut une. Donc, à ce moment, certains négociants de New York avaient tenté un coup dans le secteur du cuivre. Donc, ils avaient tenté de coincer des inventaires de cuivre et ou les actions de compagnies minières œuvrant dans le secteur du cuivre, de façon à réaliser un coup d'argent rapidement en coinçant le marché. Coincer le marché, c'est s'approprier la totalité des inventaires d'un bien quelconque. Et quiconque veut acheter cet objet ou cette commodité ou ce produit financier est obligé de le faire à un prix exorbitant. D'où le profit du manipulateur qui tente de coincer le marché. Sauf que les individus ayant tenté de coincer le marché n'ont pas réussi leur coup et se sont mis à subir des pertes, entraînant avec eux leur institution. Donc l'institution en question qui était impliquée, c'était l'institution qui s'appelait la Knickerbocker. Donc la Knickerbocker, c'était une institution financière ici qui prenait des dépôts, mais qui pouvait aussi effectuer certaines opérations de courtage. À ce moment, il y avait des institutions qui
qui pouvaient procurer de la liquidité aux banques en cas de difficulté. Cette institution-là, basée à New York, s'appelait une de celles-ci, basée à New York, s'appelait la New York Clearing House. La New York Clearing House n'avait pas un rôle universel. La New York Clearing House venait en aide à ses membres à elle et ne devait absolument rien aux membres, aux autres banques ou institutions financières qui n'étaient pas membres de son institution. Donc la New York Clearing House était en fait une institution qui avait été constituée par un regroupement de banques afin de procurer de la liquidité à l'une d'entre elles si jamais l'une d'entre elles était en difficulté. Donc en 1907, la New York Clearing House était formée de 52 banques. Cependant, 33 autres banques de New York, des banques d'État, des compagnies de trust, ne faisaient pas partie de la New York Clearing House. Alors, quand la panique de 1907 a sévi, les banques membres de la New York Clearing House étaient protégées. Donc, la New York Clearing House pouvait aller procurer de la liquidité à celles qui en avaient besoin. Mais les banques qui n'étaient pas membres de la New York Clearing House, plusieurs d'entre elles ont dû fermer leurs portes ou ont été en difficulté suffisamment grande pour fermer leurs portes temporairement afin de tenter de régler certains problèmes de flux d'argent ou de liquidité. En 1907, c'est 73 banques, trusts et banques d'épargne et maisons de courtage qui ont dû fermer leurs portes à cause de la crise. À ce moment-là, il n'y avait pas d'organisme national comme on les connaît aujourd'hui, les banques centrales ou les prêteurs de dernier recours à grande échelle. Cela n'existait pas. Au plus fort de la crise, afin de donner un coup de main aux banques qui méritaient de survivre, parce que quand il y a panique bancaire, c'est important de comprendre que certaines banques méritent de faire faillite car elles ont trop pris de risques et c'est ce qui les a menés dans cette situation. Alors que plusieurs autres banques souffrent de la contagion de la panique bancaire. Donc, si la banque A a effectué des prêts immobiliers trop risqués à des individus pour lesquels la banque a fait une très faible enquête, a fait savoir si ces gens-là étaient à même de rembourser leurs prêts hypothécaires, ben, la banque A est une banque qui a pris trop de risques. Et si jamais le marché est tel que les emprunteurs hypothécaires ont de la misère à rembourser leurs prêts, ben, la banque A ici mérite de fermer parce qu'elle a pris trop de risques, elle a été imprudente. Sauf que si la banque B, ici, elle aussi émet des prêts hypothécaires dans un certain secteur du pays, dans un certain État ou dans une certaine province ou à l'intérieur d'une certaine région, mais que la banque B, chaque fois qu'un emprunteur se présente, effectue une enquête très détaillée de la capacité de payer de l'emprunteur, mais la banque B, elle, ne mérite pas de fermer. Sauf que dans le monde bancaire, il y a ce qui s'appelle la provision de liquidité entre les banques elles-mêmes. Donc à chaque jour, des clients se présentent aux banques, des gens viennent emprunter, d'autres remboursent leurs prêts. Et les besoins à très très court terme de liquidité s'effectuent entre les banques. Donc ce sont des prêts interbancaires à court terme qui permettent aux banques de répondre à leurs clients lorsque quelqu'un vient retirer de l'argent de son compte en banque. Si à un moment donné, le monde interbancaire s'inquiète de toutes les banques ayant effectué des prêts hypothécaires dans une région précise et que cette région-là correspond à la région de la banque A et de la banque B que j'ai mentionné plus tôt, ben, il se trouve que la banque A va avoir des problèmes de liquidité, mais que la banque B aussi va avoir des problèmes de liquidité parce que les autres banques vont comparer la banque B à la banque A. Et la banque B risque de fermer ses portes elle aussi à cause du trop grand risque entrepris par la banque A. Donc, quand il y a une panique bancaire, il y a généralement la plupart des banques méritent d'être secourues. Certaines banques méritent de disparaître, mais la plupart des banques méritent d'être secourues.
Et dans ce cas-ci, on n'avait pas d'organisme central pour porter secours aux banques en difficulté. Alors, les banques en difficulté ont fait appel à un banquier très populaire à l'époque, très influent à l'époque, J.P. Morgan, John Pierce Morgan, du nom de la banque qui est aujourd'hui J.P. Morgan. Donc, J.P. Morgan était un financier très influent qui était à même de convaincre d'autres banques ou d'autres institutions financières de fournir de la liquidité afin de porter secours aux banques qu'ils méritent. Donc, on a fait appel à JP Morgan. JP Morgan a accepté. JP Morgan a réuni plusieurs banquiers à ce moment-là afin d'aller chercher des fonds pour secourir les banques avec un bilan financier qui méritait de passer à travers la crise. Sauf que ce faisant, JP Morgan, dans la foulée de cette aide-là, en avait un peu profité pour étendre un peu son influence dans l'économie. Donc, il avait acheté beaucoup d'actions de compagnies dans le secteur du métal, beaucoup d'actions de compagnies dans le secteur ferroviaire. Ce qui faisait en sorte qu'après la crise, il y avait certains secteurs dans lesquels JP Morgan avait une influence quasi monopolistique. Donc, JP Morgan avait effectivement réussi à solutionner la crise, sauf qu'après la crise, JP Morgan était 10 fois plus puissant financièrement qu'il ne l'était au début de la crise. Donc, les régulateurs américains se sont réunis et ont dit, si on laisse le marché solutionner lui-même les crises, il va y avoir des gens comme JP Morgan qui vont toujours devenir de plus en plus puissants avec les années et ça risque d'être dangereux. Donc, il faut créer un organisme central permettant de venir en aide aux banques en difficulté lorsque c'est nécessaire. Donc, ça prend une institution ici qui permette une offre de monnaie plus élastique, qui puisse agir en prêteur de dernier recours en cas de besoin, et une entité financière qui puisse jouer le rôle de leader lorsque vient le temps de réunir des financiers entre eux afin d'agir collectivement. Rapidement, avant les années 1907, on avait eu deux grandes banques, la First US Bank, la Second US Bank. Quand la Second US Bank a été démantelée, c'est la National Banking Era c'est la Free Banking Era qui avait débuté. La Free Banking Era s'est déroulée de 1832 à 1867. C'était un épisode assez chaotique. En 1867, on a réformé le système bancaire américain, ce qui nous a mené à ce qui s'appelle la National Banking Era. Donc, on a permis à certaines banques de faire affaire à la grandeur du pays, donc les banques nationales. Afin de contrôler la devise américaine à ce moment-là et de la stabiliser, on a aussi créé l'Office of the Comptroller of the Currency en 1863. Sauf que la National Banking Era ici a été le théâtre de plusieurs paniques bancaires, donc des crises sévères et des crises moins sévères. Souvent, les crises se déroulaient à l'automne, au moment des récoltes, là où le besoin de liquidité était le plus criant. Donc, suite à la crise bancaire de 1907, les autorités américaines se sont dit qu'il fallait absolument créer une institution nationale qui puisse agir en prêteur de dernier recours en cas de crise. Et plusieurs suggestions ont été faites en termes de prêteurs de dernier recours et on a finalement mis sur pied la Banque centrale américaine en 1914. Donc la Banque centrale américaine, qu'on appelle la Fed, est devenue l'outil financier servant à régler les crises financières ou les crises bancaires lorsqu'elles se présentaient. Les Américains se sont toujours méfiés de tout ce qui était monopolistique. Donc, afin d'éviter que le système de banque fédérale américaine soit monopolistique, on a divisé les États-Unis en 12 districts et chaque district possède sa propre banque centrale. Le tout dirigé par un conseil d'administration de toutes ces banques centrales-là, qui est la Fed elle-même basée à New York. Suite à la création de la Fed, l'accès au crédit devint plus facile et c'est ce qui a mené un peu aux excès des années 1920. Les années 1920 se sont terminées en catastrophe avec le crash boursier de 1929 et la panique bancaire des années 1930.
La raison pour laquelle il y a eu des difficultés dans le courant des années 1920, c'est que les États-Unis ont fait beaucoup d'argent durant la guerre 14-18, spécialement les agriculteurs, parce que là, impossible de cultiver les terrains en Europe durant la guerre. Sauf qu'après la guerre, les agriculteurs ici ont vu la compétition augmenter, les prix diminuer, donc plusieurs agriculteurs se sont mis à avoir des difficultés, et s'ajoute à ça des sécheresses et autres problèmes, ce qui fait que beaucoup de banques régionales dans des zones rurales ont fait faillite en 1926. Donc 1920 ont été des années assez fastes dans les grandes villes, mais assez difficiles en campagne, dans les régions rurales ou agricoles. En 1929, crash boursier à New York et par la suite, crise bancaire durant les années 30. Crise bancaire qui ont engendré la Grande Dépression. Ce fut la première crise à laquelle faisait face la Fed. À ce moment, la Fed ne savait pas trop. Le régime fédéral était divisé en 12 districts, donc chaque district agissait indépendamment l'un de l'autre, et ça a été une erreur. Donc la raison pour laquelle la crise bancaire de 1930 s'est étendue jusqu'en 1939, période qu'on appelle maintenant la Grande Dépression, était due au fait que l'action des différentes banques centrales régionales n'était pas coordonnée. Cette erreur a été corrigée lors de la crise bancaire de 2008. Durant la crise bancaire de 2008, l'ensemble des banques centrales des 12 districts des États-Unis ont concerté leurs efforts afin de supporter le monde bancaire et d'empêcher que la récession se transforme en dépression. Donc ici, je passe un peu vite. Au Canada, il y a eu très peu de faillites bancaires. Sauf que dans les années 30, on se méfiait beaucoup du secteur bancaire à cause dû à la dépression. Le gouvernement ici cherchait quand même des moyens d'aller lever des fonds pour venir en aide à la population parce que une grande partie de la population ici était sans travail. Et il fallait soit leur subvenir à leurs besoins en logement, en nourriture, ou leur payer de l'assurance chômage. Et un bon moyen ici d'aller chercher un revenu, c'est d'imprimer de l'argent. Donc le gouvernement canadien ici a utilisé la dépression comme prétexte politique ou comme moment politique propice afin d'enlever aux banques leur pouvoir d'imprimer de l'argent et de se l'approprier. Au moment où ça a été fait, le gouvernement du Canada a en même temps aboli la double responsabilité des actionnaires de Banque canadienne. Donc la Banque du Canada, elle, n'a pas été créée suite à une crise. La Banque du Canada a été créée de façon plus opportuniste, afin pour le Canada d'aller chercher un revenu de la même façon que ce qui se faisait aux États-Unis depuis 1914 avec la Banque centrale. L'avènement de la Banque du Canada a éliminé le pouvoir d'impression de billets de banque par les banques privées. Donc, histoire bancaire canadienne, dû à l'éparpillement d'une petite population sur un vaste territoire, il a toujours été plus approprié pour le Canada d'avoir des grandes banques avec plusieurs succursales étendues à la grandeur du pays plutôt que une multitude de petites banques unitaires comme on peut le voir aux États-Unis. Notre système canadien de banque à succursales a toujours mieux résisté aux crises que le système américain. Donc, durant la Grande Dépression, des milliers de banques ont fait faillite aux États-Unis alors qu'aucune faillite n'a été enregistrée au Canada. Le système bancaire canadien est fortement réglementé, mais une lecture attentive de l'histoire révèle que la plupart des banques canadiennes ont toujours été très disciplinées par elles-mêmes et rarement les banques canadiennes essaient de contourner la réglementation.